Tudor n'a plus perdu le nord depuis le lancement de la North Flag en 2015. Boîtier en acier, bracelet intégré, look néo-vintage, néo-futuriste, enfin que dis-je? Moi je ne sais pas. Et puis finalement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que Bruno, lui, il sait. Et oui, c'est pas une montre qu'il a vue sur YouTube ou dans un magazine, c'est sa montre. Il nous dit tout sur sa Tudor North Flag dans ce nouvel épisode de Petite montre entre amis. Salut Bruno, Salut, ça va? ça va et toi? J'ai l'impression d'avoir le mime Marceau à côté de moi, quoi. C'est-à-dire, en fait, il nous fait tous les signes pour qu'on comprenne bien ce dont il va nous parler. Exactement. Tudor North Flag. Tudor North Flag, que dire? Que dire? Eh ben, il va nous le dire, les amis, mais avant à toute fait. chose, il va nous la montrer. Est-ce que tu Exactement. peux me la prêter pour que je l'essaye? Bien sûr, Vous le avec savez, grand en tout plaisir. cas, que j'essaye de l'essayer. Tiens, je te passe celle-ci. Donc là, on a une belle montre, 40 mm. Je Exactement. sens qu'on n'est pas dans la même catégorie en termes de bracelet. Effectivement, je ne peux pas la passer. Tu sais J'ai que un poignet assez historiquement, fin, eh oui, tout à fait. historiquement, c'est le poignet de poulet ou le poignet de rat. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, le poulet quand même. Le poulet? Ok, ça marche. Elle est plus au catalogue de la marque, cette montre. Alors, elle est plus au catalogue depuis les annonces qu'il y a eu à Watch and Wonders. On a vu les nouveautés Tudor qui sont arrivées, beaucoup de Black B58, Donc etc. en avril 2021. Avril hein. 2021, exactement. Et suite aux nouvelles présentations, du coup, elle a été retirée officiellement du catalogue. En tout cas, elle n'est plus trouvable ni en ligne, ni sur leur site, Ouais. nulle part, quoi. Ouais, mais attends, nous dis pas quand même, enfin pourquoi pas d'ailleurs les amis? Tu l'as acheté parce qu'elle disparaissait ou depuis quand tu l'as acheté? Pas du tout. Alors, elle a été annoncée en 2015. Ouais, C'était la grosse nouveauté. Enfin, Tudor débarquait avec une montre, le premier mouvement manufacture maison qui est, alors j'ai plus la référence en tête, c'est MT 56 quelque chose. 21 je crois. 56-21 exactement. Ouais. Avec un fond saphir pour admirer justement un peu le moteur. Alors certes, qui fait un peu débat parce qu'il n'y a pas de décoration, c'est très industriel, mais bon, on aime ou on n'aime pas. Et aussi du fait que elle avait un boîtier un peu atypique qui rappelle celui de la Oyster Quartz de chez Rolex, dont elle s'inspire apparemment directement. Donc ça, c'est un peu ce qu'on raconte. Et voilà, donc annoncé en 2015, moi, véritable coup de cœur quand je la découvre sur le moment. Ouais. Et voilà, et ça me trotte en tête depuis un petit moment. Le temps passe, et là je me dis, bon, il y a des rumeurs comme quoi elle va être retirée du catalogue. Ce serait peut-être le moment de Ces se lancer, rumeurs, elles quoi. datent de quand? Ces rumeurs, elles datent alors il y a déjà bien un an Ouais. où les gens commençaient à en parler. Oui. Et là, plus on se rapprochait du Watch and Wonders, plus ça se faisait un petit peu ressentir en tout cas. Donc, la chose que j'ai décidé de faire, c'est que entre-temps, on a été confinés, on a le temps de traîner sur YouTube, sur Internet, de se monter encore plus un peu la tête sur qu'est-ce qu'on va acheter prochainement. Ouais. On sort pas de la maison, on va plus au resto, on fait des économies, etc. Bon, je pense qu'on a tous été un peu dans le même panier. Et voilà. Et durant cette période, j'ai eu aussi le projet d'une demande en mariage pour ma copine. Voilà. Ouais. Donc, on step up un Donc petit peu. c'est ton entre guillemets cadeau de quoi? De mariage ou de demande en mariage? Alors, c'est un peu mon auto-cadeau je passe une nouvelle étape dans ma vie. D'accord. Donc, la mienne et celle de ma future femme, du coup. Donc, à ce moment précis, donc de fin 2020, où je commence à entreprendre un peu mes recherches de bagues, etc., je me dis, pourquoi pas en profiter pour justement me faire, moi, mon petit plaisir. Et donc je me renseigne, je regarde un peu les AD sur Paris parce qu'elles devenaient déjà de plus en plus difficiles à trouver. Sur bracelet acier, en tout cas, il y avait beaucoup de revendeurs avec le bracelet cuir, mais ça lui retirait un charme qu'elle a, en tout cas avec le bracelet acier. Et voilà, et je tombe sur un AD dans le 5e. Je ne sais pas si on peut citer. Tu cites qui tu des noms. veux, bien sûr. Si alors, tu veux lui c'était, faire plaisir et que tu es content de lui, vas-y. Hein. Très content du service, en tout cas, et de l'accueil. C'était l'Asso Soie.
les montres, les bijoux, je pense que peut-être que tu connais, qui est rue Bonaparte. Et donc le vendeur Alain, qui a été hyper accueillant, qui m'a expliqué un peu les caractéristiques techniques de la montre. Je lui ai dit, vous embêtez pas, je connais déjà tout ce qu'il y a à savoir sur ce modèle, ça fait 5 ans que je l'ai en tête. Et voilà. Et du coup, donc, j'ai été acheter la bague et en même temps, je me suis dit, c'est le moment, j'achète la montre, elle est dispo et on y va quoi. D'accord, mais rassure, c'est palpitant les amis, mais elle a dit oui ou pas? Elle a dit oui. Ah, voilà, tout va bien, c'est cool. Est-ce que tu aimes le jaune? J'adore le jaune. Eh ouais, parce que là, je regarde la trotteuse et je vois le P sur sa casquette. Tu vois, est-ce que c'est le P de Pékinais? Est-ce que c'est le P de quoi? C'est le P d'une équipe de baseball. De Pittsburgh? Exactement. Ouais. C'est comment? C'est Pittsburgh quoi? C'est les Pirates, les Pirates. D'accord. T'es fan de baseball? Alors j'aime beaucoup le baseball. Alors de là à dire fan, à une époque où je l'étais, j'aimais bien regarder les matchs. C'est vrai que c'est un peu long. Beaucoup de gens n'aiment pas parce que on peut s'endormir devant. Mais parce les règles, etc. Ils connaissent pas les règles. Exactement. Voilà. Et j'ai pas d'équipe phare, mais je trouve que c'est un sport qui, je sais pas, ça me détend quand je regarde. Te détend, écoute, c'est pas mal. Du moment qu'en parallèle, tu regardes la chaîne d'Ali Shoes, les amis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous soit à une chaîne de baseball, soit à Daily Shoes, comme ça vous pourrez vous détendre et passer un bon moment. C'est quoi l'adjectif qui caractérise pour toi cette Tudor North Flag? Pour moi, alors je dirais, autre que le côté un peu néo-futuriste, mais aventurière. Aventurière? Parce que quand je la vois, elle a un côté très industriel, un peu froid peut-être aux premiers abords. Oui. Mais je m'imagine très bien aller, alors c'est pas du tout dans mes expéditions mais prévu, mais aller, je sais pas, au pôle Nord, sur la glace, dans les montagnes, voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors c'est un modèle que j'ai regardé pour préparer l'émission, essayer de m'interroger, etc. Le premier truc qui m'a surpris, c'est, on va dire, la lunette avec un insert qui est en, je sais pas en quel matériau il est. En céramique. Céramique noire, comme ça, qui lui donne effectivement un style aventurier, je sais pas, on pourrait qualifier un peu sportif, entre guillemets, tu vois, il y a un côté sportif, mais qui va très bien avec le cadran totalement noir. Mais quand elle est sortie, qu'est-ce qui fait qu'elle te plaisait? Tu as parlé des boîtiers type, on va les qualifier type Oyster Quartz, même s'il y a eu des mouvements, des Datejust automatiques avec ce boîtier-là. Ça, c'est. Est-ce qu'en 2015, quand elle est sortie, tu t'es posé ces questions-là? Pas directement. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qui t'a plu? Mais alors, on va y venir justement. C'est aussi un peu lié à. Je bosse dans la communication, je suis directeur artistique, donc tout ce qui est graphisme, etc. Et j'ai un attrait pour tout ce qui est très géométrique. D'accord. Donc, alors ça va peut-être être un peu, c'est le cas de beaucoup de monde, mais tous les designs qui ont été faits par ce cher monsieur Genta chez Audemars et compagnie, avec des formes très strictes, très prononcées. Et j'ai toujours aimé les boîtiers justement avec bracelet intégré. Donc ce côté tout acier, très industriel, très design et qui est vraiment reconnaissable au premier coup d'œil. Ça c'est vraiment un aspect, voilà. En voyant cette montre, je me suis dit, c'est un bon compromis parce que aujourd'hui, pour choper une Royalo, qu'on est sur des tarifs qui sont bien sûr, délirants, délirants, c'est le mot. Chez Patek, n'en parlons pas. Et bon, voilà, il y a plein d'alternatives qui sont, mais les alternatives en question, parfois, ressemblent un peu trop. Ça, on peut les qualifier un peu dommage peut-être à certaines marques. Et du coup, on a ce sentiment de ne pas avoir l'objet désiré. Ok. Et en voyant cette sortie, enfin cette annonce en tout cas en 2015, pour moi ça a été un peu ça a vraiment été le coup de cœur, pas un peu d'ailleurs, c'est pas du tout le mot. Ça a été le coup de cœur avec ce bracelet intégré, ce boîtier avec vraiment des formes affirmées, des arêtes hyper saillantes, ce petit côté un peu original avec la lunette en céramique et évidemment la petite touche de jaune pour le côté un peu sportif qui correspond en tout cas, en fait il y a tout autour de cette montre qui correspondait un peu à mon style de vie, un peu à ma vision des choses en termes de design et également technique. Ouais, tu voulais des angles un peu pour couper la forme, on va dire, très classique d'une lunette ronde, puisque somme toute, dans 90% des cas, une montre, il y a quand même une lunette
qui est ronde. C'est ça. Voilà, à un moment ou un autre, il faut faire le tour du cadran, les amis. Sinon, ou alors on est dans l'affichage digital. Oui. Et non pas, et pas analogique. Alors pour le coup, bien évidemment, comme tu sais que vous le savez, les amis, que j'aime bien ce type de montre pour en avoir toute une série de différentes marques, d'une Royal Oak à même une Pulsar P2 qui a une forme assez similaire, avec des Jaeger-LeCoultre, avec des Zodiac, etc. Tu aurais pu, conceptuellement, aller chercher du vintage des années 70, designé ou non par Genta ou par tous les autres designers de l'époque, avec des montres qui sont pour le coup accessibles. Oui. Enfin, accessibles, entendons-nous les amis, quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros et non pas 30, 40, 50 000 pour ou 100 000 pour une Nautilus, quoi. Après, quand on passe déjà le cap un peu des 3 à 4 000, quand on s'approche dans ces eaux-là, sur le vintage, on peut trouver des choses très intéressantes. Voilà, mais donc pourquoi pas le vintage? Alors pourquoi pas le vintage? Parce que j'avais plusieurs conditions un peu à l'achat de c'est ma première montre un peu luxe. Donc c'est-à-dire qu'avant j'avais beaucoup Seiko, Hamilton et compagnie, Longines, etc. On restait sur un tarif un peu plus doux. Là, c'est la première fois que je dépensais autant dans une montre, donc je voulais un peu des caractéristiques qui soient robustes. Ouais. Le vintage, souvent, on est sur du plexi, sur du verre minéral. Sur les modernes, on est souvent, quasiment tout le temps maintenant, sur du saphir. Bien sûr. Donc déjà, pour les rayures, c'est un premier pas. Après, d'un point de vue des mouvements, j'aime bien aussi ce qui est un peu nouveauté. J'aime bien être un peu à l'affût comme je le disais tout à l'heure, d'un peu des performances que va pouvoir délivrer le produit que je vais acheter, en tout cas. Ouais. Et sur du vintage, oui, certes, les mouvements vont être robustes si c'est bien révisé, si ça a bien été entretenu, etc. Mais je sais pas, j'avais envie de quelque chose de moderne et nouveau. Ouais, et puis peut-être pour ton mariage aussi, tu avais envie d'acheter quelque chose de neuf. Exactement. Tu vois, avec, c'était le but. Avec un peu un cérémonial, tu vois, le bon pitch dans une boutique voilà, c'est un peu ça. dont tu nous as parlé. Ok, à 9h, il y a un guichet additionnel avec un look, un style un peu je veux dire, original. Tout à fait. C'est quoi? C'est la réserve de marche? C'est ça. C'est ça? Exactement. C'est la réserve de marche qui ressemble un peu à ça pourrait être une jauge d'essence sur une, je sais pas quelle machine, pas sur une voiture parce que c'est un peu un look différent, mais ça pourrait être, je sais pas, on peut s'imaginer une pelleteuse dans la neige qui a une réserve, j'extrapole un peu, mais voilà, c'est la réserve de marche et beaucoup de gens décrivent un peu cette complication à 9h. Parce que pour eux, ce n'est pas forcément justifié. Moi, c'était un aspect qui me plaisait sur cette montre. D'une, parce qu'elle a ce petit accent jaune qui vient un peu complémenter la trotteuse. Et ça la sortait un peu du cadre de la montre traditionnelle avec 3 aiguilles, une date. Et voilà, ça apporte un petit plus qui fait que ça lui donne son charme. Ouais, mais elle a… là, on est en 2015. 2015, quand donc, depuis 6 ans ont passé. Et pour ça, je disais, je me suis permis, mes chers amis de Tudor, vous n'avez pas perdu le Nord. North Flag, c'est pas trop compliqué. Ça fait un tabac, les nouveautés chez Tudor. Mais bon, comme c'est pas le sujet, on va pas en parler vraiment aujourd'hui. Mais ce qui fait un tabac chez Tudor depuis cette North Flag et même avant, c'est finalement tout sauf cette North Flag. Tout sauf celle-là, exactement. C'est-à-dire que là, on a une montre qui est pour le coup aussi, là je parle plutôt du cadran et un peu en partie le bracelet inspiré de la Tudor Ranger 2, qui était sortie en 73, les amis, c'est pas hier. Pour les aiguilles d'ailleurs, on reprend cette forme de flèche. Ouais, bien sûr. Alors pour le coup, bientôt, ou alors peut-être que vous l'avez déjà vu, je ne sais pas, ça dépend à quel moment bien évidemment les contenus sont diffusés, mais on a Geoffroy qui était passé sur la chaîne avec une Tudor chronographe héritage, avec qui on a fait un street watch, les amis, avec une toute petite Tudor Ranger. Je crois qu'il l'a eu pour ses 18 ans, ce sera un truc fort sympathique à regarder. C'est quoi le petit détail que tu préfères dessus? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. C'est un ensemble en fait. Pour moi, quand je dis que j'ai eu un coup de cœur, c'est vraiment ce côté avec les gros chiffres
ces index blancs qui peuvent rappeler un peu les index d'une Speedmaster. Ouais. Vraiment, voilà, il n'y a pas c'est pas de l'acier ou autre. Mais si je devais vraiment prendre un seul détail, c'est trop dur. Ah ouais? Ah ouais, il y a vraiment, quand je dis vraiment que c'était un coup de cœur et que tout me plaît sur cette montre, c'est un ensemble. C'est un ensemble, exactement. C'est un ensemble, mais en fait qui correspond à ta vision, on va dire, du design et la vision artistique que tu as dans ton métier. Exactement. Hein, donc il faut des choses simples, épurées, un peu anguleuses. Voilà. Ouais, bon, ça effectivement, ça fait effectivement, ça fait le boulot. Alors, quand on la regarde comme ça, ce qui est bien, c'est que vous savez que j'aime bien les petits canards et j'aime bien faire chier le mainstream. Hein. Donc là, pour le coup, on enlève le blason et le bouclier Tudor et on enlève la marque. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est sympa. Ça veut dire qu'elle ressemble à aucune autre. Elle intrigue beaucoup. Voilà. Elle ressemble à aucune autre. Et pour le coup, si on se documente et qu'on regarde l'histoire de Tudor, on se rend compte qu'elle ne sort pas de nulle part. Et c'est ça qui est sympa. Et donc, je me pose la question, je vous la pose les amis, vous me direz en commentaire, donc je te la pose à toi aussi en priorité, puisque c'est sa montre, c'est lui qui sait quand même. Enfin, en tout cas, qui peut se poser la question, pourquoi pourquoi Tudor n'a pas continué sur cette voie de faire des Tudor et pas des Tudor X Rolex Submariner avec la Black Bay. C'est une bonne question, c'est une très bonne question. C'est vrai que Tudor par le passé a fait des modèles qui quand même sont des modèles Tudor. Je pense notamment à l'Hydronaut. Oui, bien sûr. Qui a vraiment son look à elle. Il y a toute la gamme de Grand Tour. Donc voilà, on sortait déjà un peu des sentiers battus, on va dire, qui s'inspiraient de Rolex, parce qu'il y a eu des subs, des mini-subs, etc. Enfin, il y a eu toute une gamme très inspirée. Et voilà, et ça, c'était un peu dans la continuité, parce qu'il y a aussi eu la Ranger qui est ressortie, alors je ne sais plus en quelle année, mais avant la North Flag, qui était en diamètre 41, qui reprenait les codes de la Ranger 1, si je ne dis pas de bêtises, avec son aiguille des secondes rouges, un petit peu d'accent et tout. Et pareil, ça, encore une fois, ça restait un peu du vrai Tudor. Enfin, je ne sais pas si on peut qualifier ça de vrai Tudor, mais en tout cas, il y avait une identité propre dans le look de ces montres-là. Celle-là également. Et c'est vrai que là, on voit que Tudor se dirige de plus en plus vers les Black et compagnie. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que quand je disais tout à l'heure qu'elle intrigue, on croise beaucoup de gens qui ont des montres, que ce soit dans la rue, les transports en commun, quand on voyage, etc. Et j'ai eu récemment l'occasion, alors je ne me rappelle plus exactement où, mais on m'a posé la question du coup, qu'est-ce que c'est ? Oui. Et le mec en question avait une Rolex au poignet, une GMT Master 2 pour être précis. Alors est-ce que c'était un vrai amateur ou juste un flambeur ? Je ne sais pas. Ça, on ne le dira pas, mais voilà, il m'a demandé justement ce que c'était parce que ça l'a intrigué et ça ressemble effectivement à rien d'autre. Donc c'est ce qui fait son charme. C'est ce qui est sympa. On a eu d'autres modèles de Tudor comme ça qui sont passés sur la chaîne avec la dernière en date, avec cette classique. Tudor classique avec des cornes très caractéristiques. On retrouvait un petit peu la lunette crantée, crénelée, etc. de la Tudor royale. Oui, moi, je pense que personne n'en sait rien. Donc, il y a les agents Mulder et Scully, on les connaît, c'est ceux qui savent. Moi, je n'en sais absolument rien. Pourquoi ils font ça ? On peut simplement se poser la question. Et je me dis que c'est une stratégie de groupe avec d'un côté de l'inaccessible, de la distribution ultra sélective, des stocks extrêmement faibles qui fait que celui qui veut une plongeuse Rolex, grosso modo, il attend 15 plombes. Et donc pour le coup, il a la possibilité d'avoir le même niveau de qualité, de finition, tout le même niveau qu'une Rolex, sauf le poids de la marque, chez Tudor. Et je pense que ça, forcément, ça leur permet de ratisser large sur le marché n'oublions pas que c'est un business, nous on parle de passion, mais eux c'est du business. Voilà ce que j'ai envie d'en dire. Ils peuvent toucher les plus jeunes et puis voilà. Alors après niveau qualité, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Ouais. Je sais que sur la mienne à l'achat, j'avais l'index à 10 heures qui n'était pas du tout aligné. Ah ouais ? Donc il y a eu un changement de cadran qui a été fait. Ah quand même. Gratuitement, très rapide. Ils ont commandé la pièce, ça a été changé.
Mais voilà, il était, si tu vois un peu le chemin de fer autour, Ouais. il était Ouais, non, mais il y avait un complètement angle. excentré. C'était même pas tordu, Ça, il était tu t'en es vraiment rendu excentré. compte quand tu l'as acheté ou c'est après? Alors non, après, parce que du coup, sur le moment de l'achat, l'enthousiasme, etc., Eh oui. on fonce, Ouais. on regarde un peu en détail, mais pas trop, et puis au bout d'un moment, on l'admire un peu chez soi, on est content de son achat. Et justement, au final, qu'est-ce que tu retiens de ça? Tu retiens, tu as acheté une montre neuve avec donc des contrôles qualité en avant-vente faibles, ou tu retiens un niveau de satisfaction du SAV élevé qui fait que tu te dis waouh, ils sont bons. Qu'est-ce que tu retiens? Alors je retiens ce contrôle qualité avant qui pourrait être amélioré, mais après encore une fois on est en 2015, je l'achète en 2020, donc entre-temps les choses ont probablement pu évoluer. Et oui, en 5 ans, l'index avec la gravité terrestre c'est légèrement décalé. Tu vois, en 5 ans, il a bougé tout seul dans sa boîte. C'est possible, on ne sait jamais. Non, mais voilà, après, j'ai pas d'autres éléments de comparaison, en tout cas chez Tudor. J'ai pas d'amis qui en ont, j'en vois quelques fois sur internet, mais c'est tout. Mais après, non, au niveau du SAV, très réactif. Elle est partie 1 mois, le temps que la pièce soit commandée et changée. Ça reste quand même assez rapide. Ouais. Et voilà, non, mais donc très réactif et pour le coup, très content parce que le problème a été résolu. Ouais. Donc, bonne expérience avec ton AD, la Saucet, c'est ça? Oui, c'est ça. La Sausois. La Sausois dans le 5e, rue Bonaparte. Tout à fait. Et finalement, même si c'est un peu énervant au départ, etc., bonne prise en charge, délai pas astronomique et tu récupères ta montre. Ils t'ont filé une petite pochette de transport avec. Et voilà, et oui, on a un petit goodies et donc on est content. Les amis, on enchaîne sur la séquence suivante. Souvenir. Tiens, je te la rends. Yes. J'ai pas pu la mettre, donc je la garde pas. Voilà, c'est comme ça. Vous en rendez compte, toutes celles que j'ai pu mettre, j'ai une collection de montres de dingue, les amis. Quel âge as-tu, Bruno? J'ai 32 ans. Ok. Et toutes mes dents. Ah, c'est beau ça. T'as démarré comment dans l'horlogerie? Alors j'ai démarré, comme beaucoup je pense, avant mes 10 ans avec du Casio. La première montre qu'on achète au manège à bijoux chez Carrefour en faisant les courses avec les parents, ce genre de choses. C'est une Casio? Casio, ouais. Okay. Une petite Illuminator. Je la portais partout, sous la douche, toute la nuit je m'amusais avec la lumière. Bien sûr, c'était fantastique. Et ainsi de suite. Alors, j'ai eu un petit passage à vide, je pense, dans mon adolescence où je m'intéressais plus trop aux montres. Et c'est rapidement revenu à partir du moment où mon père m'a dit tiens, tu vas avoir 20 ans ou 25, je ne sais plus exactement à quel âge c'était, ça devait être à mes 20 ans. Et qui m'a dit choisis une montre, ça peut être un beau cadeau. Et alors je suis parti sur des marques qui n'ont aucun rapport avec ce que je porte maintenant et ce à quoi je m'intéresse maintenant. C'était une montre Nixon, qui est une marque de sport, modèle à quartz, mais avec un faux fond en bois. Je trouvais ça très joli à l'époque. Aujourd'hui, pour moi, c'est un peu… je ne porterais plus ça du tout, mais ça a contribué. Ils ont cartonné Nixon avec… oui, ils ont eu des modèles qui sont encore aujourd'hui, c'est une marque qui propose des modèles de montres de sport, en tout cas pour les surfeurs, avec les marées, etc., donc qui fonctionnent très bien. Donc de Nixon, après, petit à petit, je suis passé sur des gammes Prospex de chez Seiko. Ouais, donc en automatique. En automatique. C'était ton premier passage sur les autos, c'est Prospex. Chez Seiko, voilà. Ouais. Exactement. Avec une Baby Tuna, qui était bien très grosse pour mon poignet. Ouais. Mais bon, à l'époque… Attends, une Tuna, c'est 46 46 ou 48. Ouais, et une Baby Tuna, c'est combien? Pareil. Ah, la Baby Tuna a le même format que la Tuna. C'est en fait, tu as l'espèce de… Et pourquoi elle s'appelle Baby Tuna alors? Parce que c'est un modèle qui est moins performant d'un point de vue du mouvement, de l'étanchéité. Mais c'est Seiko qui l'appelle Baby Tuna ou c'est les aficionados? Non, c'est les appellations des fans. Comme beaucoup de monde chez Seiko, tous les modèles ont un petit peu leur petit surnom. Ouais, finalement encore plus que chez Rolex. Sauf que comme ça ne code pas de la même façon, c'est main branchouille, poète, ça ne fait pas la une des ventes aux enchères. Ouais, mais ça marche très bien. Oui, mais bien sûr que ça marche très bien, mais il y a tout autant, il y a probablement même une communauté de fans, de Seiko fans, beaucoup plus importante. Entre les fans des modèles que retail et la communauté du mode. Donc là, tu ne voyais plus ton poignet, quoi. Alors, je le voyais plus trop, c'est vrai que ça le remplissait bien, mais vu qu'il y avait des cornes très courtes, ça passait. Ouais. Après, je l'ai gardé pendant un bon moment. Puis, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il y avait
non pas que l'aspect extérieur de la montre, mais l'intérieur. L'intérieur, voilà. Ouais. Et donc ça, là, tu étais en auto chez Seiko, donc des produits robustes, des produits fiables, des produits précis, des produits avec un niveau… Combien ça coûte une Baby Tuna? À l'époque, j'ai dû la payer 300 €. Ouais, voilà. Ça, ouais. Donc, à quel moment tu as franchi… Parce que là, tu étais encore sur des montres où tu recherchais de la fonctionnalité. Voilà. Hein, on va dire, à quel moment tu es passé de l'autre côté du miroir, comme dans Alice au Pays des Merveilles, ou en tout cas la suite d'Alice au Pays des Merveilles, à quel moment tu as… Tu vois, t'as basculé, qui t'a fait arriver sur cette Tudor où en fait tu mets des ronds sur un truc qui n'est pas plus précis que ta Seiko ou ta Casio, et même encore moins. Tu vois. Quoique, là c'est du Cosc, donc c'est cool. Donc pour le coup, elle est plus précise que les autres. Ouais, mais il y a du Seiko qui est quand même très fiable. Non, mais elle est plus précise dans la réalité, mais en fait tu le vois pas. Tu le vois pas. Donc voilà. c'est dans ta tête. C'est ça. Voilà. Donc à quel moment tu es passé de Seiko à plus Seiko, Seiko. d'accepter de mettre en fait un premium pour quelque chose qui est factuel parfois. Là tu parles du calibre certifié chronométrie du Cosc, qui est réel, mais qui ne change rien à l'usage, quoi. Donc c'est dans ta tête. Tu vois. Exactement. C'est quel modèle qui t'a fait faire t'a fait franchir ça? Alors après quelques achats Seiko en premier lieu sur de l'automatique. J'ai un peu dérivé chez Hamilton. J'ai acheté mon premier chrono automatique qui m'a été offert par mon papa en même temps que j'ai acheté mon appart. C'est un petit peu, encore une fois, un objectif avec la petite récompense qui va bien, qui était une X-Patrol. Ouais. C'est typé aviation, 42 mm, avec une base de Valjoux 7750 dedans. J'étais comme un dingue parce que pour moi, on passait de Seiko à quelque chose d'un petit peu… qui était plus cher sur le papier, mais aussi avec un mouvement qui a été éprouvé au fil des années et qui marche très bien. Quel format Quel diamètre? 42 mm. 42. Donc on est déjà un petit peu plus… on downsize par rapport à Seiko. C'est une montre que j'ai encore, que je garderai toute ma vie, puisque pour moi, elle a vraiment un sentiment, un aspect sentimental. Et après Hamilton, c'est là qu'en fait j'ai commencé vraiment à m'intéresser au calibre, encore plus qu'avant, et justement à faire un petit peu ma wishlist de montres. Je pense qu'on en a tous une, bien sûr. avec des saint graal un peu, comme on peut appeler ça. Et voilà, donc petit à petit, c'est à partir de ce moment-là, je pense que… Ok, et il y a un modèle entre la Hamilton et la Tudor? Et la Tudor, quelques petits modèles vintage par-ci par-là, que ce soit du Longines, du Seiko. Mécanique. Voilà, mécanique. Il a la bosse. Il a la bosse du vintage qui est en train de lui ronger le cerveau. Petit à petit. On verra tout à l'heure dans ta prochaine montre s'il va craquer pour aller chez Grand Seiko, parce que c'est un Seikophile, Seiko-fan à la base. Il va nous raconter ça, mais d'ici là, on passe au célèbre quiz. Alors, je ne sais pas combien d'épisodes je suis de Tudor sur la chaîne, les amis, que voulez-vous, des anonymes viennent parler de leur montre. Si c'est une Tudor, c'est bien. Si c'est une autre marque, c'est bien aussi. Si c'est encore une autre marque, c'est tout aussi bien. Vous êtes tous les bienvenus et vous savez comment faire. Alors, j'ai quand même réussi à te préparer 3 questions. Il essaye de regarder et tout ça. Non, oui, c'est le réflexe. Alors, tu sais qu'il y a une casquette à gagner, les amis. Elle est juste là, cachée derrière la caméra. Et j'irai la récupérer si… je ne sais pas quel est le règlement du jour. On verra en fonction des réponses. Alors, Bruno, t'es prêt? Ouais. La nouvelle Black Bay céramique partage avec la North Flag. Réponse A, un fond de boîte ouvert. Réponse B, un boîtier de 41 mm. Réponse C, des aiguilles Snowflakes. Ce sera la réponse A. Réponse ouvert. A, fond de boîte ouvert. Oui, alors là, il se renseigne. Ou en tout cas, il a regardé les annonces. Bien sûr, bonne réponse, c'est une 41 mm. Tout à fait. Tu as North Flag, bien sûr. Et puis, il n'y a pas l'aiguille des heures dite Snowflake, alors que c'est le cas sur la Black Bay 41 céramique. Exactement. Tu l'as regardé celle-là? Alors j'ai regardé, j'aime beaucoup le look qu'elle a, parce que encore une fois il y a un aspect design
très esthétique en tout cas qui s'en dégage. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de lume sur la lunette. Pour une diver, c'est un peu complexe, donc ça fait un peu débat. Par contre, une chose qui est très appréciable, c'est sur le fond ouvert, ce qui a un peu été décrié sur la North Flag par rapport au mouvement qui n'était pas décoré. Là, ils ont enfin fait l'effort de décorer un peu tout ça. Et voilà, globalement, c'est quelque chose d'assez joli. Ouais. Born to Dare, les amis, une nouvelle fois, Rolex innove et ose avec Tudor, c'est intéressant. Tu vois, ils ont beaucoup communiqué, pardon, je vais y arriver, sur le calibre certifié au COSC, mais qui était déjà le cas sur la North Flag, ce qui n'était pas le cas sur les Black Bay 58 et les Black Bay en 41-36, voilà, qui l'est maintenant. Voilà, donc ça c'est un truc intéressant. Certification METAS. Ouais. Voilà, donc Omega était les premiers à avoir travaillé avec cet institut, métrologie de mémoire suisse. Ça c'est intéressant, mais je pense que quand même le truc le plus important, le game changer, comme diraient les anglo-saxons, alors comment on dit ça, je ne sais pas, on fait rentrer Kylian Mbappé sur le terrain, voilà, ça va changer la phase du match, c'est quand même le fond de boîte ouvert. Et il me semble que la masse oscillante et quelques parties du mouvement sont un petit peu travaillées. C'est ça. Est-ce que c'est pas le début de la fin de ce fond de boîte totalement lambda, limite pas terrible, qui équipe toutes les plongeuses et les professionnels Rolex? Je sais que je vais vous faire hurler, parce qu'alors là, le Cyclope sur la Sea Dweller, c'était déjà un scandale. Mais alors imaginez, ils ouvrent le fond de boîte. Conceptuellement, ça peut envoyer un message d'une étanchéité qui est moins importante, 200 mètres, la Tudor Black Bay, la Black Bay céramique 41 ou la 58. Là, sur une plongeuse Rolex, on est à 300 mètres. Bon, à voir, à suivre. Bien évidemment, dites-nous en commentaire, mais ce qui est clairement, je veux dire, ça reste des industriels. Et à un moment, il faut réfléchir, il faut voir comment le marché réagit. La nature a horreur du vide. Ça reste un et donc, oui, à suivre. Voilà. À suivre. En tout cas, bien évidemment, si vous avez une Black Bay 41 en céramique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une fois que vous l'avez acheté, que vous l'avez essayé, vous venez en parler sur la chaîne. Bravo, tu mènes 1-0. Merci. Voilà, il n'est plus qu'à un but d'une victoire. Alors, deuxième question. Lequel de ces trois modèles a été lancé en premier par Tudor? Réponse A, Tudor Pelagos. Réponse B, Tudor Black Bay. Réponse C, Tudor North Flag. Ce serait plutôt la Black Bay, il me semble. Il me regarde. Alors là, je ne suis pas Jean-Pierre Foucault, là, je ne peux pas t'aider. L'appel à un ami, non? Non, si, tu peux essayer. On n'a pas de public, ça va être compliqué. Non, je dirais probablement la Black Bay avec la gamme, c'était la gamme Héritage. Donc la Black Bay, réponse B? Ouais. Aïe. Juste, il prend un but juste avant la mi-temps. C'est terrible. Et non, la Black Bay est sortie en 2013. Ouais. Donc avant la North Flag qui est sortie en 2015. Oui. Mais la Pelagos est sortie en 2012. Pelagos avec 3 modèles. Une belle innovation de Tudor avec un boîtier en titane. Donc l'une avec un superbe cadran bleu. L'une avec un cadran noir. Et puis un modèle un peu hybride avec la fameuse LHD, left-handed, qu'on verra bientôt ou que vous avez déjà vu dans Duel Time avec Hassan depuis le Maroc qui nous raconte cette Black Bay, cette Tudor Pelagos LHD. Et oui, c'est dommage, mais là, il n'y a plus qu'un parcours. Voilà, donc je vais demander l'assistance de la VAR à l'oreillette pour qu'on me dise oui, bon, on verra quel est le score pour savoir s'il part ou non avec la casquette. Alors, troisième et dernière question. La Tudor North Flag rend hommage à une célèbre expédition. Laquelle? Le premier survol du pôle Nord en 1926. La British North Greenland Expedition en 1952.
En 2007, le nageur Lewis Gordon nage sur une distance d'1 kilomètre au pôle Nord. Faut le faire. Donc soit une expédition en dirigeable en 1926, soit une expédition plus classique, plus traditionnelle avec des équipes en 1952, ou alors le fait qu'un nageur ait nagé pendant 1 kilomètre au pôle Nord en 2007. Ce sera la réponse B. La réponse B, la British North Greenland Expedition. En plus, il est polyglotte, l'ami Bruno, bravo, bonne réponse. Bonne réponse. Et oui, c'était un partenariat. Ouais, c'était un partenariat. Bon, c'est accessible sur le site de Tudor assez facilement. C'était. Comment ? C'était. Oui. Parce que la montre n'étant plus au catalogue, on n'a plus accès à la page avec la petite histoire, mais trouvable sûrement ailleurs. Effectivement, à cette époque, l'expédition portait en partenariat. Partenariat probablement client, je veux dire, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. À l'époque, il y avait un vrai besoin vital d'avoir des instruments de mesure qui résistent au froid, etc. Ils avaient des Tudor Oyster-Date. Comme montre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 1952 quand même. Il fait très froid au pôle Nord quand même. Il fait plus froid à l'époque qu'aujourd'hui, mais c'était avant la conquête de l'Everest avec Sir Edmond Hillary. Et avec tout le storytelling, avéré ou non, compliqué entre quel monde de quelle marque avait Edmond Hillary quand il est monté. Voilà, mais ça montre bien, les enjeux de l'époque sur toutes ces expéditions. Et pour autant, les premiers à avoir atteint le pôle Nord, c'était en dirigeable. Je lis le nom parce que c'est Amundsen et Nobile. En 1926, en dirigeable, ils sont passés au-dessus du pôle Nord. C'est bien, on apprend. Et j'ai rajouté 2007, le mec, rendez compte, Lewis Gordon Pugh, il nage sur une distance d'1 kilomètre. Alors là, le sujet pour moi, c'est pas il nage dans l'eau très très froide, il a dû se cailler les miches, le mec. C'est comment c'est possible qu'en 2007, malheureusement, on puisse nager au pôle Nord. Ça sent pas bon du tout le réchauffement climatique. C'est bien dommage. Soyons vigilants sur le sujet en essayant de faire un peu évoluer nos habitudes. Belle victoire de 1. Merci. T'as eu peur de... de flancher sur la fin. T'as eu peur de flancher. Alors les amis, exceptionnellement, vous savez qu'il n'y a pas de coupure, donc il n'y en aura pas. Je débranche le microphone très vite. L'objet de la victoire. Afin que vous constatiez que je ne vous ai pas baratiné et en fait on va échanger. Bruno va repartir avec une casquette Daily Shoes et moi je vais partir avec la casquette des Pittsburghs Whatever qu'il a sur la tête. Bravo, bravo Bruno, belle victoire. Belle casquette et belle victoire aussi. Et oui, c'est beau, c'est toujours plaisant de gagner un truc, forcément. Puis en plus, j'ai le sentiment que tu es fan de casquette. Tout à fait. Donc te voilà avec une belle casquette d'Alichouche. Les amis, on enchaîne avec la séquence recto-verso. Est-ce que tu as d'autres passions ou centres d'intérêt dans la vie, oui. Bruno? Tout à fait, j'en ai plein. Oh là là, enfin, mais plein. attends. Non, j'en ai quelques-uns, mais bien précis. Ouais, tu sais que le record du monde de durée de petite montre entre amis est à plus d'1 heure. Attention, donc là, il faut que tu choisisses un truc. Un truc, ouais. Alors, si je dois en choisir un, ça va être la musique. Ouais. Et notamment la batterie. Parce que je suis batteur dans un groupe de rock metal. T'es batteur dans un groupe de rock metal. Mais t'as pas les cheveux là? Non, j'en ai plus d'ailleurs. Ah, t'en as plus, mais avant tu les avais là? Non plus. Non plus quand même, non. C'est pas un style qui m'a toujours branché. Batteur dans un groupe de rock metal. Tu sais que tu es le premier batteur à venir sur la chaîne. On va monter un groupe d'Idy Shoes, vous allez voir les amis, avec Morgan et sa guitare. Avec plaisir. Ouais, Arthur avec sa trompette. Là, on va faire. Bah, après, si c'est des jazzman, là, il va falloir t'adapter quand même. Ah oui, non, mais après, le style et tout. Ouais. On s'adapte. Ouais, ça fait combien de temps que tu joues de la batterie? Ça fait, alors j'ai 32 ans, ça fait à peu près 15 ans, un petit peu plus. Ouais, donc tu as une batterie chez toi? Alors j'ai une batterie chez moi, en appartement, donc avec une installation acoustique, des pots qui ne font pas de bruit, des pots maillés. Sinon j'ai toute ma batterie quand j'en ai besoin chez mon père qui habite pas très loin. Donc
voilà, au besoin, je sais où aller. Comment il s'appelle ton groupe? Magoyonde. Pardon? Magoyonde. Magoyonde. Un nom un peu vous avez sorti particulier. des disques, c'est quoi le truc? Alors ouais, on a sorti 2 albums et un EP. Le dernier album date d'il y a 2 ans maintenant, Ouais. qu'on a fait via un crowdfunding pour pouvoir justement avoir quelques paliers et notamment faire une version vinyle. Ouais. Ça c'est très intéressant parce que c'est un rêve depuis très longtemps. Ouais. Et ce groupe-là, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble, donc c'est pas tout jeune. Ouais. On a commencé il y a un petit moment et on s'éclate bien, quoi. Et tu joues tous les combien? Alors, on jouait tous les combien parce que là, crise sanitaire oblige, on a été hyper ralenti. Malheureusement, on avait des dates tous les mois, mais bon, ça c'est un petit peu tombé à l'eau. Ça va reprendre progressivement, mais on joue à peu près tous les mois, ouais. Tous les mois? Tous les mois, tous les 2 mois, tout dépend des événements. Ouais. Dans Paris, en banlieue, en province, à l'étranger? Alors, à l'étranger, non. Enfin, le plus loin où on est parti, c'était en Belgique, Ouais. mais pays francophone, parce que, à contrario de beaucoup de groupes de métal, français ou non, on chante en français. D'accord. Donc c'est un petit aspect qui est complètement différent de ce qu'on peut entendre un peu. Donc toi, tu joues de la batterie et est-ce que tu chantes en même temps comme Phil Collins? Non. Non? Non pas que je chante mal, Ouais. mais j'ai des rythmiques un peu complexes par Ouais. moment, un clic dans les oreilles pour rester calé sur des samples qu'on envoie derrière. Donc chanter en même temps, ça ajouterait une troisième chose qui serait un petit peu complexe. Ouais. Ok, le line-up du groupe, c'est quoi? Donc toi, la batterie? Un batteur, donc moi, un bassiste, Ouais. un guitariste soliste et un chanteur rythmique, enfin guitariste rythmique, chanteur. Ok, ok, Donc 4. ça marche. Ok, comment tu t'es retrouvé à faire de la musique et de la batterie et 2, aller sur le métal? Progressivement, alors, il y a, je pense comme beaucoup de monde à l'adolescence, il y a un retranchement qui se fait d'un point de vue musical. On découvre un peu ses goûts de plus tard, même si ça évolue sans cesse. Mais ce qui m'a fait passer un peu donc, de ce qu'écoutait mon père, qui était plus un peu du Led Zepp, Black Sabbath et compagnie, donc un peu de heavy metal, hard rock de sa génération, avec moi la découverte de groupes un petit peu plus modernes, on va dire. Mais bon, je suis passé par toutes ces cases Led Zepp, Iron Maiden, Metallica. Et c'est un peu ça qui m'a fait avoir cet amour du métal. Enfin, du métal, c'est pas pour parler des groupes de métal, mais qui m'a fait basculer petit à petit là-dedans. Ouais, Et qui m'a fait découvrir la batterie, surtout. Ouais, non mais pour le coup, il y a une filiation familiale, c'est-à-dire que ton père aurait pu écouter du jazz, de la musique classique, de l'opéra, de la funk, de la chanson française, de la variété, et il s'avère qu'il était fan de Led Zepp. Voilà. Ah, il y a pire quand même, il y a pire quand même comme daron, hein, parce que t'imagines, le mec il écoute du Michel Sardou. Bon, et j'ai rien contre Michel Sardou, mais c'est juste que moi c'est pas du tout ma came, hein, la chanson française, etc. C'est quoi ton groupe, le groupe qui t'a le plus marqué et où tu te dis ouais c'est peut-être la pierre angulaire de ce que j'ai construit dans la musique? Alors, à l'époque, j'ai été vraiment le groupe qui m'a vraiment fait basculer, c'est Iron Maiden. Ouais. Avec le batteur Nico McBrain qui a une rapidité à son pied droit qui est phénoménale. Je les ai vus énormément de fois en concert, j'avais tous les albums qui tournent en boucle à la maison, les t-shirts, enfin la totale quoi, le vrai fan adolescent. Le total look quoi. Hein. Exactement. L'imagerie d'Iron Maiden, c'est bien, zombie tête de mort avec les cheveux longs quoi, voilà, c'est ça. Hein. Exactement, avec cette mascotte Eddie qui, tu le verras quand je t'offrirai l'album derrière, de mon groupe, qui m'a en tout cas fortement influencé dans l'imagerie qu'on a aujourd'hui avec Magoyonde, puisque c'est autre que musical, c'est aussi très visuel. Ouais. Et on exploite ce côté, du coup, qui va te faire découvrir le thème, ce côté horrifique dans nos chansons. Film d'horreur, influence, tout ce genre de choses. Un peu sur la veine de Alice Cooper? Différent. Ouais. Tu découvriras. Ok, guide-moi là-dessus, j'espère que ça vous intéresse les amis, mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que dans le heavy metal, il y a souvent, si ce n'est quasiment systématiquement, alors qu'est-ce qu'on met dans le heavy metal? Moi-même j'en sais rien. C'est large, mais moi c'est les choses s'arrêtent à des choses très 70s, Led Zeppelin,
Motorhead, ça commence un peu à aller. Voilà, les Who, mais ça n'en est pas. On est plus dans le blues, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours une dimension satanique, la mort, etc. Tu vois, d'où ça vient ça Alors ça, c'est de moins en moins le cas maintenant parce que les groupes de métal qui sortent, il y a beaucoup de néo-métal qu'on peut qualifier comme une nouvelle vague un peu qui n'aborde plus du tout ce genre de sujet. Enfin, ça a vraiment évolué, mais cet attrait de la mort, alors c'est une bonne question. Là, pour le coup, toi-même, tu n'as pas la réponse. J'ai pas vraiment de réponse parce que c'est peut-être, j'imagine, mais quelque chose qui a toujours fasciné les populations, la vie, la mort. Et puis c'est un thème où il y a peut-être beaucoup d'imaginaire derrière à essayer je sais pas, de broder un peu autour de ça. Donc voilà, Iron Maiden t'a marqué, et dans les groupes actuels qui ont un peu, qui sont connus quand même, parce que là j'imagine qu'il y en a d'autres que tu dois adorer, mais que probablement pas assez grand public pour qu'on puisse échanger dessus. Le groupe phare actuel entre le hard rock, le heavy metal, etc. Ils arrivent à émerger avec les éternels Scorpions, Metallica, qui sont toujours là. Aerosmith, les mecs, ils ont 98 ans, ils sont toujours là. Ils sont toujours présents. Lemmy Motorhead est toujours en vie, il est toujours là. Je veux dire, à 2 bouteilles de Jack Daniels par jour, au bout de 40 ans, il est toujours là. Comme quoi. Voilà, comme quoi. Dans les groupes actuels, oui, alors il y en a qui se démarquent, mais le métal c'est devenu un milieu très élitiste, très technique, où on a à la fois des influences qui peuvent venir du jazz. Il y a notamment un groupe qui s'appelle Animas as Leaders, qui techniquement les mecs sont barges, mais vraiment faut connaître la musique, je pense, pour apprécier, parce que je vais faire écouter ça à ma copine. Je pense qu'elle va me dire dégage-moi ça, c'est pas pour moi. Il y a d'autres groupes, dont un notamment qui a très bien marché, qui s'appelle Périphérie. Là, on est sur du métal, alors, encore une fois très technique, parce que les musiciens en eux-mêmes sont très techniques et qui ont réussi à se faire leur place, en tout cas à être bien connus dans le milieu. Mais voilà, vraiment le métal, c'est devenu quelque chose si je devais qualifier un terme, en tout cas pour ceux qui aiment ça, c'était vraiment le mot technique. Allez, on enchaîne sur quelques notes du groupe de Bruno. C'est parti. Rejoignez nos rangs, vous n'aurez plus faim. Vous êtes le virus, nous sommes le vaccin. Écoute, c'était bien cool ton son, Bruno. On enchaîne, les amis, sur quoi? Vous le savez, la dernière séquence de Petite Montre entre amis, ta prochaine montre. Alors, on a bien compris que tu allais te marier. Tu t'es offert une montre parce que tu allais te marier. Donc, la suite, c'est quoi alors? La suite, alors, plusieurs options. Peut-être trouver une montre pour le mariage, qui soit peut-être un peu plus habillée, même si j'ai déjà quelques petites choses à la maison. Ou alors rester dans cette catégorie un peu des vilains petits canards, comme tu dis, bon, qui n'en est pas forcément un, mais toujours avec ce côté un peu sportif, mais que je puisse porter tous les jours, qui soit un petit peu dans ma vision d'esprit, design, machin, etc. Alors les amis, il me fait saliver. Est-ce que tu as envie de me faire deviner? Tu peux. Alors, tu peux. Il faut que tu me donnes un petit 2-3 biscuits quand même. Le logo directement, une étoile. Zénith? Ouais. C'est trop facile, il commence à faire cadeau quoi. Zénith Défi. Ouais. Ah ouais, bien sûr, Zénith Défi. Oui, il y a un boîtier, avec bracelet intégré, bien sûr. Donc là, tu prendrais avec un bracelet rubber ou avec leur bracelet acier? Alors, ça dépend du modèle, parce que sur la DeFi classique, il y a celle avec le fond bleu plein, ensoleillé, machin et tout, qui a un très bel aspect. Et il y a le modèle avec fond squelette, où on voit vraiment, il y a un travail qui, moi, me parle beaucoup d'un point de vue de mon attrait pour le design. Si on part sur le fond bleu, ce sera avec un bracelet acier, parce que le fond se démarque. Par contre, le bracelet acier sur le modèle squelette, il y a quelque chose qui, je ne sais pas, qui remplit pas totalement son rôle. Tu l'as essayé? Oui, je l'ai essayé, j'ai essayé les deux modèles et pour le coup, sur la version squelette, je préfère le bracelet cuir avec le rubber en dessous
qui lui donne un petit côté. Je comprends. Voilà. Je comprends. Zénith défi comme ça, squelette et non squeletté. On est sur quoi? On est sur du 5005, 6000 On est 7 8000 c'est en version squelettée. Alors en retail, ouais, on est plus dans les 6-7. Après, elle se trouve facilement, parce que c'est pas un modèle qui est hyper demandé, qui marche pas non plus. Donc tu la trouves neuve de stock moins cher? Ouais, entre 4500 et 5000. Ouais. Vous voyez la différence entre une marque premium, c'est le top du top, Zénith, ça en fait partie, mais ça pèse pas grand chose en termes de marque face au blockbuster Rolex ou Omega. Et puis là, on est sur des modèles, voilà, c'est pas le Chrono El Primero, une montre squelettée, c'est super joli, on peut se perdre dedans et se régaler comme dans un riff de guitare ou un solo de batterie. Mais c'est quand même très particulier, hein. Donc là, tu y réfléchis sérieusement, j'y pense plus j'oublie. Non, alors c'est la vie, c'est la vie Alors pas exactement. Non, c'est un peu comme la North Flag, c'est un modèle sur lequel j'ai eu un coup de cœur visuel et à l'essai aussi. Et ça fait partie de ces modèles qui reviennent un petit peu constamment, peu importe le nombre de montres que je vais regarder sur Internet, parce qu'on traîne sur les réseaux sociaux. Il va craquer. Voilà. Ouais, et écoute, on peut que te le souhaiter, une belle Zénith défi les amis. Il n'y en a pas eu sur la chaîne, hein, donc moi j'aimerais quand même ne pas attendre que Bruno vienne faire un bœuf avec tous les autres musiciens qui sont passés sur la chaîne avec sa Zénith défi au poignet. Si vous en avez une, vous êtes les bienvenus bien évidemment. Vous connaissez la chanson www.dailyshoot.fr. Vous m'écrivez et puis on trouve soit sur place à Paris, comme on est avec Bruno, un petit montre entre amis, ou alors les formats qui sont enregistrés à distance, battle avec un collectionneur ou duel time. Bruno, merci beaucoup. Merci Xavier de m'avoir reçu. Allez les amis, on va se faire un tour de caisse claire avec Bruno. Allez, ciao ciao.